Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, mon patriote, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Et on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec les vraies voix citoyennes et les G500. Le sommet citoyen, nous organisons, si vous l'avez déjà entendu, bien sûr, un grand concours pour apporter un éclairage sur les associations citoyennes qui se démarquent par leur engagement, leur créativité et leur impact positif sur la communauté. Et on va parler justement de ces trophées citoyennes avec les vraies voix citoyennes. On en a parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine encore d'avant. Donc il y avait les médecins solidaires, il y avait les extraordinaires et il y avait l'équipage solidaire. Et la 4e association sélectionnée par le Trophée Sud Radio à l'initiative citoyenne, c'est Guérir en mer. Et soignants, prenez soin de pouvoir continuer à prendre soin des autres. L'association Guérir en mer invite les soignants, toutes professions confondues, à venir découvrir la voile comme sport santé, comme moyen d'évasion, de prévention et de traitement face au burn-out. On va en parler dans quelques instants. Et puis l'Institut Open Diplomatie aide les citoyens à comprendre et à participer à la vie internationale. Oui, l'Institut Open Diplomatie est un think tank. On essaye de prendre l'accent. Vous pouvez dire un think tank, hein, Un ça think tank, va laisser. un think tank pédagogique et participatif dont la mission est d'étudier les conditions d'une paix durable et d'un futur désirable pour les générations à venir. Permettre aux citoyens de s'emparer des enjeux internationaux qui impactent leur quotidien. Thomas Friang, fondateur et DG de l'Institut, est avec nous. Et puis 64% des Français affirment avoir le sentiment que la démocratie ne fonctionne pas très bien. Une réponse à la crise démocratique, l'application Paul. Créée par 2 étudiants soucieux de répondre à la crise démocratique que traverse notre pays, leur souhait, proposer une application qui laisse l'opportunité aux citoyens de s'exprimer en toute sécurité, tout en leur permettant d'avoir un œil sur l'activité de leurs députés. Notre coup de cœur, Éloire Daille, sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et bien entendu, nous accueillons Aurélie Gros, Stéphane Pellet, nos membres fondateurs du G500. Le G500, comment ça va ? Ça va très bien. Le temps, ça tourne là. Le 8 juin, c'est très très proche. 8, 9 et 10 juin à Marseille. Je vais voir si j'y vais. Je réfléchis encore. Il faudrait parce que sinon on va être obligé d'annuler Stéphane Pellet parce que si vous n'êtes pas là, c'est comme si on nous disait on va venir si vous vraiment, on ne sait pas si on sera là. Et bien entendu, plus de 1000 associations sont attendues à Marseille, 8, 9, 10 juin. Alors les représentants, bien sûr, tout le monde ne sera pas là, puis c'est pas ouvert entre guillemets aux 4 vents, surtout à Marseille. On va parler tout à l'heure de la belle bleue, la mer Méditerranée. À Marseille, c'est important. Mais non, par contre, il y aura entre 700 et 800 inscrits à peu près, donc sur 7 ou 6 tables rondes, pardon. Et puis surtout, il y a des invités qui viennent de très très loin. Vous vous souvenez, on ouvre par un très très bel hommage aux combattants de la démocratie. Et donc de Taïwan, d'Ukraine, de Birmanie, d'Iran, du Mali, de Tunisie, du Maroc, enfin bref, de tous les pays où on se bagarre encore pour les droits. Ils seront là, des représentants. Donc d'ailleurs, je vois déjà que ça éveille la curiosité de nos invités internationaux. On en parle tout à l'heure avec Open Diplomacy, mais c'est donc, voilà, c'est une des belles choses du sommet citoyen, 8, 9 et 10 juin. On peut encore s'inscrire, bien sûr. Absolument, vous pouvez. Et puis, alors c'est là où je dis le site, là, oui, www.sommetcitoyen.fr. Et vous pourrez les rencontrer en vrai, hein, Stéphane Pellet et Aurélie Gros. Et vous allez voir, elles gagnent aussi physiquement à être connues. Oui, allez, bienvenue dans cette émission citoyenne. Et on va revenir sur l'ouverture officielle donc, des trophées Sud Radio à l'initiative citoyenne. Vous savez, Sud Radio a souhaité s'engager, on vous l'a dit, auprès du G500 pour saluer la créativité et l'engagement de plein d'associations que nous avons reçues depuis début septembre. Ça a été pléthorique. Plus de 100 associations ont été reçues sur Sud Radio. Donc c'est quand même mettre en avant autant d'énergie positive sur le pays. Bravo. Absolument. Surtout bravo à eux.
Et Marie Crest est avec nous, présidente de cette association Guérir en mer. On va en parler avec vous, Aurélie Gros. C'est une association qu'on a reçue il y a quelques temps et qui a beaucoup fonctionné sur nos réseaux sociaux. C'est une association qui a été créée en juin 2019 par Marine. Bonsoir Marine. Bonsoir. Qui est avec nous. Et Jean-Baptiste qui est kinésithérapeute. C'est des amis, des passionnés de voile et qui ont souhaité diffuser un message de prise de conscience auprès des soignants. Le message est soignants, prenez soin de vous pour pouvoir continuer à prendre soin des autres. Alors Marine, vous invitez les soignants, toutes professions confondues, à venir découvrir la voile comme sport santé, comme moyen d'évasion, de prévention et de traitement face au burn-out. Donc si vous pouviez nous représenter tout ça, nous expliquer. Déjà, vous avez presque tout dit. Non, il y a tellement de choses à dire, Marine, c'est pas vrai. Non, c'est à l'initiative de ça, voilà, on est un groupe de copains soignants, donc un médecin, une infirmière, un kiné, un ostéopathe et une pharmacienne. On fait du bateau, nous, ça nous fait beaucoup de bien, et dans le peu de temps qu'on a dans notre vie privée, on va dire, le fait de faire du bateau, c'est rentable, au sens où, quand vous êtes sur l'eau, même pas longtemps, vous avez l'impression d'être parti loin et sur une durée beaucoup plus longue. Donc, ça apporte beaucoup de bénéfices sur peu de temps sur l'eau. Et à Marseille, c'est vrai qu'on a la possibilité de pouvoir faire du bateau. Alors, pas tout le monde, mais en tout cas, nous. Et on s'est dit que c'était une bonne chose d'ouvrir, en fait, de faire connaître la voile aux soignants pour qu'ils puissent utiliser, quand ils sortent du travail ou le week-end, cet outil comme prévention et accompagnement de l'épuisement professionnel. La voile, ça a été prouvé, surtout par les Américains, pas encore en France, mais on va pas tarder à y arriver. Ça fait partie des projets de l'association aussi, mais ça fait énormément de bien sur la santé mentale et sur la santé physique. Mais Marine, pour plein de raisons. J'allais vous demander pourquoi en fait. Ah, voilà. Et sur la santé mentale, parce que déjà, il y a le contact avec la nature, l'environnement, le fait de respirer. Sur un bateau, il y a beaucoup de moments où vous êtes dans un état d'auto-hypnose, vous vous laissez porter en fait par la nature. Et ça crée du lien aussi avec les gens de l'équipage. Donc d'un point de vue psychique, vous êtes reconnu dans la tâche que vous avez à faire, vous participez. C'est quelque chose qui se fait en équipe. Et en même temps, on a des moments où on est seul. Et donc on est plongé dans cet état de réflexion, de quasi-méditation. Ça fait beaucoup de bien sur le plan psychique et émotionnel. Et sur le plan physique, en fait, quand vous êtes sur un bateau, quelle que soit la météo, vous sollicitez des muscles que vous n'avez pas forcément l'habitude de solliciter. Vous bougez, vous êtes dans un espace restreint et en même temps dans un infini de nature. Et du coup, voilà, c'est quand même un sport. C'est pas uniquement, en tout cas nous, ce qu'on fait, c'est de la plaisance. Et voilà, ça permet de développer des capacités qu'on n'a pas forcément à terre. Donc c'est une découverte avec soi, une découverte avec les autres personnes qui sont sur le bateau. Et Marine, pardon. Non, je t'en prie. Marine Crest, juste, vous parlez de prévention, ce qui est plutôt pas mal. Mais est-ce que à un moment donné, quand on est à la limite du burn-out, on n'est plus dans la prévention parce qu'on sent que ça va craquer à un moment donné. Est-ce que c'est aussi dans ces cas-là, ou est-ce que c'est anticipé, ou est-ce que c'est aussi pendant? En fait, là, depuis, ça fait 4 ans que l'association existe. L'événement annuel qu'on fait le premier week-end de juillet, c'est un groupe entre 300 et 400 soignants tous les ans. Et là, depuis un an, on a mis en place un parcours. Et je vous parle de ça parce que ça répond à votre question. Tous les mois, on emmène des soignants qui sont en état d'épuisement professionnel. C'est ça. Et là, ça fait un an qu'on fait ça, on est quasiment à 350 soignants, qu'on a emmené une journée en mer. Et au milieu de ces soignants, le constat, il est vite fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a plus vraiment de prévention en termes de qualité de vie et de santé des professionnels de santé, parce qu'ils vont tous mal. Même les étudiants qui sont même pas encore forcément arrivés dans leur cursus, ils sont déjà en fait dans l'anxiété de ce qu'ils vont rencontrer, même s'il y a un élan de vocation. Voilà. Et donc, finalement, en termes de prévention, tout le monde, et en termes de thérapeutique et d'accompagnement, tout le monde. Donc finalement, même si vous êtes un peu stressé ou pas encore en état de burn-out, ça vous fait du bien. Ce qui est plus compliqué, c'est justement, et on s'y attend pas forcément, pour ceux qui sont déjà en épuisement professionnel, en burn-out complet, parce que eux, ils vont tellement mal qu'ils n'ont pas forcément même l'énergie de venir faire une sortie en mer avec nous. Marine Crest, si on prend l'étymologie grecque, est-ce que vous faites pas la thalassothérapie des soignants quelque part, le soin par la mer, c'est ça ? Oui, voilà, ouais, c'est ça. Parce qu'après, la thalasso, ça a été beaucoup associé aux soins dans l'eau. Mais finalement, c'est la même chose. C'est un soin sur l'eau, à l'image de la plongée qu'on peut aussi pratiquer beaucoup à Marseille. Mais voilà, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Et donc, vous avez été fondé à Marseille, vous avez fondé cette association à Marseille, mais je crois que vous avez d'autres implantations qui se sont ouvertes ailleurs en France.
Ouais, donc là, ce qui est génial avec cette association, c'est que, comme tout le temps, quand vous répondez à un besoin et que vous le faites de manière sincère, avec le cœur, vous embarquez pas mal de gens avec vous, au sens propre et au sens figuré. Donc, il y a une antenne qui a ouvert au Sable d'Olonne, une qui est en cours d'ouverture à la Trinité Lorient et une autre à Cherbourg. Là, il y a la Corse qui va pas tarder, Nice. Donc, c'est en train de naître sur les littoraux, en fait, dès qu'il y a accès à de l'eau. Alors, les Parisiens nous ont demandé pour la Seine et à Annecy pour le lac, mais pour l'instant, on est vraiment sur la mer ou l'océan. Voilà. Oui. Voilà, ou l'océan. Voilà. Est-ce qu'il y a un accompagnement après, une fois que vous les avez recueillis sur le bateau? Est-ce que derrière, ils vous demandent un accompagnement? Alors, il y a beaucoup de demandes. Ce qui est intéressant, c'est que le parcours qu'on a mis en place, ils peuvent s'inscrire pour la sortie d'après. Et ils ont leur espace sur notre site qui est avec des scores d'évaluation de leur état d'épuisement professionnel. Et ils peuvent suivre un petit peu l'impact que ça a. Sur eux, il y a d'autres projets qui sont en train de se mettre en place sur des demandes justement de ces soignants qui eux-mêmes après s'investissent dans la voile, commencent à prendre des cours de voile, donc ça c'est assez intéressant. On va lancer une étude pour justement voir les bienfaits physiologiques de la voile sur la santé avec des partenaires, et on va lancer une aventure dédiée aux femmes professionnelles de santé parce qu'elles représentent maintenant 80% du care et du cure en France, donc à la fois de ceux qui soignent et de ceux qui traitent. Et du coup voilà, moi j'avais à cœur aussi d'emmener des femmes dans des projets avant, pendant et après dans leur parcours professionnel. Ouais, Stéphane Pellet. Et Marine, quoi qu'il arrive, donc vous serez à 22h le 8 juin avec toutes les autres associations à attendre les résultats de ce sympathique trophée. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, vous serez là le 9 juin après-midi à l'Artplex à Marseille, avec toutes les personnes du secteur de la santé pour ce débat autour de la grande concertation. La santé a un coût, mais elle n'a pas de prix. Voilà le thème. Oh, dites donc, c'est beau, vous devriez faire de la politique. Vous pouvez voter sur notre page, bien entendu, sur sudradio.fr. Ça s'appelle le trophée Sud Radio de l'initiative citoyenne. Et c'est cette belle association, et vous les saluerez pour nous, en tout cas pour ceux qui travaillent à vos côtés. Ça s'appelle Guérir en mer. Vous restez avec nous. On va voguer sur les vagues de l'engagement jusqu'à 20h avec Philippe David, Aurélie Gros et bien entendu Stéphane Pellet, nos associations aujourd'hui. Ça s'appelle le G500. N'hésitez pas à aller consulter leur site internet pour savoir ce qui va se passer le 8, 9 et 10 juin à Marseille. On revient dans un instant, on fait une petite pause. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Dans cette émission Les Vraies Voix Citoyennes, il se passe toujours quelque chose. On a toujours quelque chose à vous montrer, des personnalités à vous présenter, des actions qui se développent à chaque fois que nous ouvrons notre micro, forcément avec Aurélie Gros, avec Stéphane Pellet du G500. Énormément d'associations en France aujourd'hui font tourner un petit peu le pays, et en local et à l'international aussi. Et il y a une semaine s'ouvrait le G7 sous la présidence japonaise, l'Institut Open Diplomacy, qui aide les citoyens à comprendre et participer à la vie internationale. Et là, ce soir avec nous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur Sud Radio. Vous êtes Thomas Friand, fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomacy. Bonsoir. Bonsoir. Et Mathilde Lebon, merci d'être là aussi. Bonsoir. Vous êtes une jeune déléguée de l'Institut Open Diplomacy au sein de cette délégation. Stéphane Pellet, peut-être pour remettre dans le contexte l'importance de ce type d'institut aujourd'hui pour la démocratie. Exactement, parce que souvent, finalement, il y a les initiatives locales. On a tendance peut-être à s'occuper de ce qui est chez nous, comme on dit, sur notre jolie métropole. Déjà oublié que nous sommes un pays qui est sur les 5 continents, les 4 océans, bientôt on dira les 5 océans. Et en fait, il y a des gens comme vous, Thomas, qui avaient lancé une initiative il y a quelques années maintenant, vous allez nous raconter, ça s'appelle l'Institut Open Diplomacy, donc qui fait, je pense, beaucoup de choses qu'il faudra nous raconter, mais surtout, il y a eu cette idée assez géniale, c'est de proposer qu'au moment où on se tienne les grands sommets, donc le G7, le G20, eh bien, il y ait des délégations finalement de jeunes qui soient là pour regarder ce qui se passe, pour faire aussi des propositions, pour faire un rapport quand ils rentrent. Et bien sûr, il faut se transporter. Et on a la chance d'avoir le témoignage dans quelques minutes, donc en effet, de Mathilde Lebon, c'est ça, je me trompe pas, qui rentre tout juste du Japon. Vous savez, d'habitude, on frime, on dit, moi je rentre du G7. Ben oui, si, elle frime, Mathilde Lebon. Elle rentre du G7. Oui. Donc, Thomas Féang. Nous, on rentre du J7. Le wagon automobile. Vous n'avez pas le critère là. Alors, sous le nom de Youth Diplomacy, dites-nous ce que vous avez, la jeune diplomatie finalement, dites-nous un peu ce que vous avez créé avec ce Y20, Y7, voire Y8.
Merci beaucoup pour votre invitation. C'est une initiative qui a un petit moment maintenant, puisque en fait tout ça est né à la veille de la présidence française du G20 et du G8, pendant le sommet du G20 de Cannes et du G8 de Deauville. Moi, à l'époque, j'avais 22 ans et j'étais étudiant, et je me disais, on sort de la crise des subprimes, on était en train de rentrer dans la crise de la zone euro. Notre génération va connaître un long moment de crise sur le marché de l'emploi. C'est important que la voix des jeunes soit représentée dans le cockpit entendue en tout cas. Entendue, et même plus que ça, vraiment sérieusement prise avec attention sur le fond des sujets qui vont façonner l'avenir de notre génération. Donc on a, avec tout un réseau d'associations dans le monde, créé ce G20 et G7 des jeunes, Y20, Y7 pour Youth 20, Youth 7, dont Mathilde fait partie des représentants français cette année. Et au fond, l'idée est assez simple, c'est de se dire, il y a très très peu de sujets sur lequel il n'y a pas de lien entre l'onusien et le quotidien. Et je voudrais prendre un exemple très concret en lien direct avec le G500 que vous allez tenir très prochainement à Marseille. L'association qui vient de passer à l'instant expliquait que le burn-out, c'était un sujet grave, et c'en est un quand on voit à quel point l'éco-anxiété, les tensions géopolitiques, la menace nucléaire russe peut peser sur les esprits, en plus de tous les défis du quotidien. On le sait pas, mais le programme des Nations Unies pour le développement a diagnostiqué qu'il y avait aujourd'hui sur Terre un être humain sur 7 qui avait des problèmes de santé mentale diagnostiqués par un médecin, sans parler du fait qu'il y a beaucoup de pays pour lesquels c'est un tabou. Et il se trouve que nous, avec le G7 des jeunes, donc dès 2019, pendant la présidence française du G7 de Biarritz, on a été à la pointe sur le fait que ce sujet de santé mentale émerge. Alors c'est assez fou parce qu'on est 1 an avant la crise du Covid, durant laquelle c'est vraiment devenu un sujet extrêmement important à cause de la pandémie qui a frappé tout le monde d'un seul bloc, avec ce problème d'enfermement qui a aggravé les problèmes de santé mentale. Mais ça trace un peu ce qui est le sens de ce G7, de ce G20 des jeunes. C'est d'avoir des jeunes leaders de moins de 30 ans qui sont pas là pour dire aux politiques il y a qu'à faucon, mais qui sont là pour leur dire voilà de ce qu'on sent dans notre génération qui est en train d'émerger, qui sont des problèmes importants. Créer une impulsion en fait. Peut-être. Exactement, et donner un signal. Et c'est pour ça que je reviens juste sur ce que vous dites, la façon dont vous le présentiez. En fait, on se réunit en amont des G20 et des G7 pour leur donner des intuitions, pas seulement des intuitions mais aussi des recommandations, de sorte que ça fasse évoluer leur agenda. Et en l'occurrence, Mathilde était à OY7 un mois avant le G7, Hiroshima. Oui, ils sondent aussi pas mal de personnes autour. Absolument. Ils regardent les initiatives qui se font sur les territoires. C'est des jeunes qui se renseignent aussi de ce qui se passe autour d'eux avant même de... Mais Mathilde, est-ce que ça n'est pas un joli message pour la jeunesse en général finalement? Parce que souvent on parle, pour diriger le monde, on parle de sagesse. On voit fréquemment des chefs d'État qui ont plus de 70 ans, 80 ans, qui se présentent à nouveau. Vous allez avec votre message qui est plutôt que la jeunesse a largement sa place aussi dans la conduite des affaires. Comment vous arrivez à crédibiliser votre message finalement, juste qu'on ne vous regarde pas simplement avec un sourire en disant bon ils sont sympas. Tu verras quand tu seras grande. Tout d'abord je dirais qu'il y a énormément de travail en amont, de consultation, puisqu'en amont d'aller à Tokyo, on a essayé de rencontrer les associations pour leur demander conseil sur nos recommandations, de savoir si elles étaient pertinentes ou pas. Donc c'est à la fois de ce côté-là, et puis il y a aussi dans notre quotidien, puisque à notre âge on a étudié, mais aussi on commence à travailler, donc on commence à avoir une certaine expérience j'ai envie de dire de la vie de manière générale. Donc c'est ces intérêts-là qu'on va porter à la fois en essayant de consulter, mais aussi en prenant nos expériences personnelles. Je prends un exemple très précis, puisque moi je travaille en Seine-Saint-Denis, et dans les recommandations, en tout cas, on a essayé de porter la question de l'alimentation, et notamment la question de l'alimentation dans les villes durables. Et ce que moi j'ai essayé de faire, c'est de consulter une association qui travaillait très localement en Seine-Saint-Denis pour essayer de promouvoir l'alimentation durable. Donc là, c'était un moyen d'avoir un petit peu... leurs conseils, de savoir si c'était pertinent ce qu'on faisait. Pareil sur la question de la santé mentale, donc ça a été mis en avant dans les Y7 des 2 années précédentes, mais cette année on a essayé de à nouveau le remettre sur la scène, parce que actuellement c'est pas suffisant, il faut encore plus de financement. Donc par exemple j'ai consulté une association qui s'appelle Nightlight France et qui travaille directement avec les étudiants. C'est une ligne d'écoute. Ils sont venus il y a 2 semaines. Voilà. Mais faites-nous rêver en 2 mots. Est-ce que vous avez croisé un
un diplomate de très haut niveau, voire un chef d'État à qui vous avez dit, en le tirant par la manche, allez, j'ai une idée? À la fin en fait, de la semaine de négociation, on a pu remettre nos recommandations, donc 44 en tout, donc au Premier ministre Fumio Kishida, donc Premier ministre japonais. Donc voilà, donc c'est déjà, je pense, une belle étape, une belle réussite pour proposer ce sur quoi on a travaillé. Et, donc ça, c'était avec la délégation française, mais c'était aussi avec les 7 autres délégations. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas un travail individuel, c'est un travail aussi collectif pour essayer de comprendre d'où on vient en fonction des pays qui étaient présents. Voilà. Thomas Friand, depuis cette association, si je puis dire, en tout cas cet institut existe depuis 2010. Est-ce que depuis 2010, vous êtes allé au bout de certaines choses, ou est-ce que ça reste quand même assez difficile de se dire, on fait des propositions et on attend toujours qu'elles soient mises en place? Non, c'est une excellente question. C'est la question qui fait que je me lève tous les matins, en fait, parce que sinon on peut arrêter tout de suite. On voit qu'il y a des résultats. Ce que j'observe de façon durable, c'est qu'il y a une écoute croissante des pouvoirs publics dans la diplomatie vis-à-vis de la société civile, et en particulier des jeunes. Maintenant, c'est quasiment impossible d'avoir un sommet international sans qu'il y ait des jeunes autour de la table, alors que quand on a lancé ça en 2010-2011, c'était extrêmement pionnier, et on a même été reçu au début un peu de façon étrange. Quand j'ai présidé le premier G20 des jeunes sous le patronage de Nicolas Sarkozy, c'était un peu le caillou dans la chaussure. Non, ça s'est très bien passé, mais c'était une aventure totalement hors norme. On a tout financé de notre poche. L'Élysée nous soutenait avec le patronage du président de la République, et il avait réussi à convaincre les autres chefs d'État et de gouvernement qu'il fallait faire ça. Mais je veux dire, on brisait tout l'école de la diplomatie à l'époque. Le chef du protocole de l'Élysée, il savait plus trop comment prendre la chose, et c'était vraiment très intéressant. Et ce qu'on voit, c'est que là, il y a une appropriation beaucoup plus forte avec la présence systématique des chefs d'État pour réceptionner en personne les recommandations. On fait une petite pause, on reviendra sur les sujets que vous avez portés depuis 2010. C'est important pour qu'on comprenne. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Merci de votre fidélité, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, effectivement, Stéphane Pellet sont là, les cofondateurs du G500, ce sommet citoyen qui aura lieu du 8, 9 et 10 juin à Marseille. Et nous y serons bien entendu avec Philippe David le vendredi en direct, et on va parler de démocratie, effectivement, les citoyens, et une association, en tout cas un think tank qui s'appelle Open Diplomacy, qui aide les citoyens à comprendre et participer à la vie internationale, ce qui est important. Thomas Friand est avec nous, donc fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomacy, mais Mathilde Lebon aussi est avec nous, jeune déléguée de l'Institut, qui revient du Japon. Elle a croisé le Premier ministre japonais, et on vous posait la question juste avant la pause, Thomas, depuis 2010, quels sont les sujets que vous avez pu porter et qui finalement ont quelque part eu un retentissement? Alors, je voudrais prendre 2 exemples très concrets qui sont dans notre vie de tous les jours. J'ai souvenir du sommet du G20 des jeunes de Sydney en 2014, où on a mené une bataille pied à pied sur la question de la neutralité du net, c'est-à-dire le fait d'avoir accès de façon équitable à un débit qui soit indistinct selon que l'abonnement que vous avez payé auprès de votre fournisseur d'accès à Internet pour tous les sites possibles. Et à l'époque, il y avait un grand débat à l'échelle internationale sur est-ce qu'il faut modifier ce principe de l'Internet ou non. Et le faire valoir auprès du Premier ministre australien qui présidait le G20 à l'époque, pour que lui-même ensuite fasse savoir ça à tous ses homologues étrangers, ça a été une bataille importante pour nous. Et vous voyez là qu'on est vraiment sur des sujets qui font directement le lien avec notre quotidien. Tout le monde a une box chez soi et se rend bien compte ce que ça changerait si on avait un accès différent au débit Internet selon l'abonnement qu'on paye. Et un deuxième exemple qui me tient beaucoup à cœur, avant le G7 de Biarritz en 2019, le Y7 avait travaillé sur la question de l'égalité femmes-hommes. C'est un sujet qui revient tous les ans, parce que malheureusement on est très très loin des questions. Et qui est transversal sur plein de sujets. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, on avait beaucoup travaillé sur les questions de parité, pas seulement dans les conseils d'administration, parce qu'en France on a une loi depuis un bon moment sur la parité dans les conseils d'administration. Et ce qu'on voulait promouvoir, c'était la parité dans les comités de direction ou les comités exécutifs des grandes entreprises, pour que ça soit pas seulement un jeu de bonne taux de femmes administratrices, parce qu'elles nous disaient toutes, les grandes Muriel Pénicaud et compagnie, que en fait c'était un système de cooptation où on retrouvait un très petit nombre de femmes administratrices dans les grands groupes.
Et qu'en réalité, ce qui comptait vraiment, c'était de passer à l'échelle de la direction, du management des entreprises. Et on a porté ça a vu le jour aussi, ça a pris au niveau du G7. Et il se trouve que 1 an et des poussières après, 1 an et demi, juste avant le sommet d'ONU Femmes que la France accueillait, il y a une loi qui a été adoptée en France sur la parité dans les comités exécutifs. On peut pas dire qu'on était les seuls à porter ça, mais on a fait partie du grand mouvement d'acteurs qui ont porté à l'échelle internationale pour que ça aboutisse. Mais on dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Dans les sommets internationaux, chaque chef d'État défend ses intérêts, ce qui d'ailleurs est tout à fait normal. Vous, chez les jeunes, c'est pareil, ou vous avez une vision plus idéaliste, planétaire, etc.? Alors, moi, je peux répondre de quand j'étais délégué moi-même, mais il y a fort longtemps. Vu votre âge, c'est pas si vieux que ça. Voilà, c'était quand même il y a 13 ans, mais c'est vrai que j'étais jeune. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la grande liberté de l'exercice. C'est-à-dire que chaque délégué, Mathilde pourra en témoigner, parce qu'elle a porté des sujets hyper intéressants cette année sur la pornographie notamment. Chaque jeune délégué, chaque année, est libre de son agenda. Alors, en tout cas, en France, c'est un principe de liberté qu'on a. Nous, l'Institut, on est vraiment là pour coacher, accompagner les délégués pour qu'ils puissent avoir la technicité pour porter leurs propositions, de sorte qu'elles ne se fassent pas... il y a qu'à Faucon. C'est vrai que dans certains États, je vais pas tous les nommer parce que la liste pourrait malheureusement être de plus en plus longue, la liberté des jeunes délégués est de plus en plus restreinte et on voit qu'il y a une tendance à l'autoritarisme qui se développe aussi à l'échelle du... Ça sera d'ailleurs un des thèmes à Marseille de notre conférence d'ouverture, les démocraties contre les autocraties. Et c'est vrai que pour l'instant, les autocraties sont un peu en train de gagner le match, mais c'est loin d'être fini. Un scoop, Mathilde, vous rentrez du Japon. C'est quoi l'ambiance des jeunes qui sont attachés à ces questions internationales? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent forcément un monde meilleur, mais comment, ou je ne sais pas, quels sont les sujets qui vous ont amené là-bas? Alors, il y a eu plusieurs thématiques. Donc, on était une délégation de 4 personnes, donc Amine, Juliette, Karl et moi-même. Et donc, on a travaillé sur le climat et environnement. On a également travaillé sur santé et bonheur, transformation digitale, économie résiliente et puis paix et sécurité. Donc c'est une nouvelle thématique qui s'est un peu renforcée sur la scène internationale, notamment dans les sommets internationaux des jeunes à cause du contexte ukrainien notamment. Et donc voilà, c'est toutes les thématiques qui ont été défendues. Moi j'ai travaillé particulièrement sur la thématique santé et bonheur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Il y aura un lien oui. Alors en fait, la thématique du bonheur était beaucoup portée par les Japonais, parce qu'apparemment il y a un mot très spécifique qui est relié au bonheur, donc en japonais. Et donc c'est une thématique qu'ils ont voulu porter. En fait, c'est aussi l'intérêt d'avoir des pays qui se succèdent chaque année, c'est que chacun puisse porter sa touche aux recommandations, aux négociations. D'ailleurs, moi, je peux vous donner un scoop dans l'autre sens. On va tirer bientôt dans beaucoup d'enseignements en France, à l'éducation nationale, beaucoup d'enseignements du Kigai, justement. Ça nous vient du Japon. C'est exactement cette théorie de la connaissance de soi et du bonheur. Et donc, apparemment, on va importer ça. Est-ce que vous avez rencontré des adeptes du Kigai? Alors non, il me semble pas. Mais en tout cas, ce que nous, on a essayé de faire, c'est de mettre en avant le bien-être et dans nos recommandations, de dire que toutes les politiques publiques qui sont mis en place devaient prendre en compte le bien-être et donc l'impact du bien-être. Où en entreprise ou dans, dans son quotidien en général. Oui, dans son quotidien, sur la population. Typiquement, je vais prendre un exemple très concret puisque c'est là, dans ce domaine-là que je travaille, tout ce qui est notamment la planification urbaine. Donc à quel point, l'urbanisme favorable à la santé, par exemple, la façon dont on construit les villes, dans quelle mesure ça a un impact sur le bien-être des gens et la façon dont on va planifier des espaces va impacter le bien-être des gens et leur quotidien. Par exemple, mais très concrètement, voilà. Donc oui, d'ailleurs, si on regarde sur la question, sur la question des soignants, la question de la proximité du lieu d'habitation par rapport au lieu de travail est une question que toutes les collectivités territoriales et l'État devraient prendre en compte très rapidement. Un des sujets sur lesquels vous travaillez, c'est la régulation de l'économie internationale. Comment est-ce qu'on peut voir ça quand on est jeune, la régulation de l'économie internationale? Ces temps-ci, ça va pas très bien. Hein. Il faut être très simple pour 2 raisons. D'abord parce que les principes fondateurs qui ont été bâtis dans la phase un peu paisible sur le plan géopolitique. Les 30 glorieuses, quoi, la phase paisible. Je parlais de la... Alors, il y a eu cette première phase, mais je parlais du moment où il n'y avait pas de tension géopolitique forte. On avait des crises économiques, notamment la crise des subprimes, et ça a été un moment de créativité
importante sur le plan politique pour mettre en place des normes de stabilité financière, de régulation des banques, de régulation des assurances, pour s'assurer que voilà, personne ne perd de l'argent parce qu'une banque aurait mal géré ses risques. Alors ça correspond à une phase où il y avait une vraie gouvernance économique mondiale, c'est-à-dire où les chefs d'État et de gouvernement arrivaient à se parler parce qu'ils voulaient effectivement coordonner leur politique monétaire, budgétaire, fiscale, etc., etc. Il se trouve qu'avec les tensions géopolitiques qui se vont croissantes, et notamment il y a l'agression russe de l'Ukraine bien sûr, mais il y a aussi les tensions sino-américaines qui sont très fortes dans ce domaine-là. Et là, on voit bien que l'ensemble de normes qui a été mis en place dans cette période-là est un peu en train d'être délaissé et que le cockpit qui permet de commander la machine économique internationale qui s'appelle le G20, c'est vraiment ça la vocation initiale du G20 au tout début. C'est un endroit où il est de plus en plus dur de trouver des accords, notamment dans le domaine de la coordination économique et budgétaire. Et je veux donner un simple exemple. On parle beaucoup d'inflation depuis un certain moment. Il y a eu une accélération de l'inflation avec la guerre en Ukraine. Mais juste avant, il y avait déjà une période d'inflationniste très forte, précisément parce que le G20 n'avait pas réussi à coordonner les plans de relance des différents États et que ça créait des effets délétères les uns sur les autres. Et ça, c'est un élément patenté de qu'est-ce que produisent les effets géopolitiques sur la régulation de l'économie internationale. Évidemment, c'est l'héritage de la crise Covid. Et les projections sur les sujets, c'est quoi? C'est 2030, 2050, c'est quoi? Alors nous, on essaie de raisonner d'abord ici et maintenant, parce que l'urgence sur beaucoup de sujets, notamment sur les questions climatiques qui vont impacter tout le reste, c'est tout de suite. Il y a une échéance importante en 2030 avec la réalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies qui fixe des objectifs pour l'ensemble des politiques publiques, climat, biodiversité, investissement, etc. Et puis évidemment, après, il y a des scénarios de projection à plus long terme, mais on va dire que on est dans la décennie de l'action et c'est maintenant que c'est maintenant qu'il faut agir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Juste un mot, il y a le G7, donc le Y7, le G20, le Y20 et donc le G500, le Y500, vous confirmez? Eh ben, on espère. À vous de jouer. Vous serez là? Merci en tout cas Thomas Friand d'avoir été avec nous, fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomacy. Merci Mathilde Lebon, et puis vous remercierez tous ces jeunes délégués qui s'engagent pour le climat et pour des sujets hyper importants, surtout de l'Institut Open Diplomacy. C'est la délégation, vous l'avez dit, le Y7. Ben voilà, on a appris des choses et on continue dans un instant avec un coup de cœur. On vous dira ce qu'il en est dans quelques instants. C'est une surprise d'Aurélie Gros. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme chaque semaine, on vous accueille avec le G500, le sommet citoyen avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on vous rappelle quand même que les trophées Sud Radio de l'initiative citoyenne, nous avons pour l'instant 4 belles associations. Nous venons de voir il y a quelques instants Guérir en mer, mais il y avait aussi l'équipage solidaire, les extraordinaires, les médecins solidaires. Et je vous invite à aller sur notre site internet Sud Radio, et ça s'appelle les trophées Sud Radio de l'initiative citoyenne. C'est à vous de voter. L'une d'entre elles va forcément remporter le gros lot, si j'ai envie de parler comme ça. En tout cas, elle sera récompensée, même si toutes les autres le seront aussi, et ils seront présents le 8, 9 et 10 juin à Marseille pour cette manifestation incroyable où on va retrouver à peu près entre 600 ou 700 associations qui viendront débattre, discuter entre elles, et vous pourrez bien entendu les rencontrer si vous êtes sur place à ce moment-là. Et il faut s'inscrire. Et il faut vous inscrire, voilà, je voulais le dire. Site internet. Et sur le site www.sommetcitoyen.fr. Est-ce que vous le dites bien? Oui, je sais. J'ai l'impression de voir mon clown quand je fais le 0826 300 300. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et Aurélie, maintenant que vous avez la parole, il y a un coup de cœur toujours dans cette émission. Toujours. Et on va revenir sur ce coup de cœur. Le cofondateur de Pôle, Éloi Ardaille, est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci beaucoup de me recevoir. En direct sur Sud Radio, vous êtes étudiant à Sciences Po Lille. Et qu'est-ce que c'est que cette application? Le problème, c'est que, bonsoir, Éloi nous a contactés, et en fait, demain, il lance une nouvelle application pour lutter contre tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire pour la défiance qu'ont les concitoyens contre les élus, contre la politique en général. Il essaye de réconcilier, en fin de compte, le citoyen, recréer le lien. Donc il lance demain, si c'est bien ça, une application qui s'appelle Pôle. Alors j'imagine que ça veut dire politique, oui. Mais il va nous expliquer tout ça.
Parce qu'il dit que c'est pas une instance de débat, c'est pas un espace de consultation ou de partage. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, Éloi Ardaï, c'est quoi? D'abord, d'où ça vient, la première des choses. Comment est née cette application et qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Alors, cette application est vraiment née sur les bancs de Sciences Po Lille, où j'ai rencontré mon associée, qui a un profil beaucoup plus tourné vers la tech. Elle a fait des stages, notamment à la mission French Tech, donc qui est une délégation de l'État qui est chargée d'accompagner les plus grosses startups françaises. Et moi, j'ai un profil beaucoup plus politique. J'ai été collaborateur parlementaire il y a quelques mois, donc j'ai vraiment pu me plonger dans ce qu'était l'Assemblée nationale. Et avec la réforme des retraites, toutes les manifestations qui ont suivi, on a vraiment eu l'idée de recréer du lien entre l'Assemblée nationale et les citoyens. Et donc, pour ça, on a créé une application qui, tous les jours, pose une question aux utilisateurs de toute la France. Les utilisateurs peuvent répondre par pour ou contre, comme à l'Assemblée nationale. Cette question est soit une question qui est relative à un texte voté à l'Assemblée nationale, soit une question relative à un fait d'actualité, donc une question d'opinion. Le lendemain, c'est un référendum, en fait. Oui, ou c'est une vulgarisation. C'est une vulgarisation des projets de loi. C'est une sorte de vulgarisation des projets de loi. Citoyens. On se focus uniquement sur un texte un peu important qui peut être intéressant pour tous les citoyens. Et le lendemain, les utilisateurs, donc, s'il s'agit d'une question qui a été votée à l'Assemblée nationale, reçoivent une notification avec les résultats statistiques qui montrent ce que les gens ont voté dans leur circonscription, avec une mise en perspective de ce qu'a voté le député de leur circonscription, pour qu'ils puissent réaliser et donc voilà, mettre en perspective l'intérêt global des citoyens de leur circonscription et ce qu'a réellement voté le député. Et pareil à l'échelle nationale, donc avec tous les résultats du vote à l'échelle nationale et ce qu'a voté l'Assemblée nationale. Même système pour les questions d'opinion, il n'y a seulement pas les votes des députés, bien évidemment. Ah oui, effectivement. Mais vous êtes étudiant, votre associé est dans la tech, tout le monde peut voter, il n'y a pas de limite d'âge, il ne faut pas être étudiant, c'est ouvert à toutes et à tous. C'est vraiment ouvert à tout le monde et le but justement c'est d'avoir des utilisateurs qui représentent toute la société, toutes les tranches d'âge, pour réellement avoir un aperçu de ce que pense la population sur beaucoup de questions. Voilà, donc si je comprends bien, il y a un projet de loi sur la santé, vous le vulgarisez, vous posez la question, les gens votent, donc c'est anonyme évidemment. À côté de ça, le lendemain, ils ont le résultat par circonscription et sur l'ensemble de la France, j'imagine ? C'est ça. Et ils ont réellement ce qu'a décidé, ce qu'a voté leur député, c'est-à-dire que vous intégrez le vote du député. Oui, donc ça rejoint les propositions qui avaient été faites, notamment sur les droits et les devoirs d'un côté des citoyens avec le vote blanc et le vote obligatoire, et de l'autre côté les élus qui doivent rendre compte, en fin de compte, puisqu'il n'y a pas de mandat impératif en France. Donc quelque part, vous luttez contre ça, vous continuez à vous dire il faut informer mieux. On va faire les savants. Vous êtes pour ou contre le mandat impératif? Pour expliquer en deux mots, on est élu avec un programme, on devient député, bon, avec une couleur politique éventuellement, mais lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, on vote bien ce qu'on veut. On ne vote pas les choses en fonction du programme. Pourquoi? Parce qu'on a eu très peur, notamment dans les périodes où on est passé à des régimes un peu difficiles pendant la guerre, etc. On a eu peur que les députés se sentent obligés de voter, par exemple, les pleins pouvoirs à vous savez qui, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'en France, on dit qu'il n'y a pas de mandat impératif. Un député reste libre dans sa conscience. Mais quand vous... Alors j'imagine que vous mettez vos coordonnées, votre âge, votre tout. Donc ça veut dire que vous avez la main sur ce que votent les gens avec leur nom. Non, pas du tout. D'accord, ça c'est important de le dire. Non mais c'est important de le dire. Complètement. L'isoloir est intégré. Et tout ce que votent les personnes ne sont pas comprises, enfin ne sont pas reliées à l'utilisateur, mais sont agrégées dans un tas de votes. Donc en fait, chaque utilisateur ne pourra plus voir ce qu'il a voté la veille parce qu'on n'aura pas retenu son vote. Il fera juste partie de plein de votes agrégés dans la circonscription et à l'échelle nationale. Donc non, impossible de retracer ce qu'a voté un utilisateur. Est-ce que c'est, on peut dépasser la politique avec ce type d'application? On espère du moins dépasser les clivages actuels et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment recréer du lien entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qui intéresse les citoyens. Et Éloi, vous qui êtes jeune, c'est le moins qu'on puisse dire, qui êtes politisé, vous avez été assistant parlementaire, la catégorie d'âge qui vote le moins, c'est les jeunes. Et comment l'expliquez-vous?
Est-ce que quelque part votre appli elle n'est pas faite pour c'est le sommet citoyen, de leur redonner le sens de la citoyenneté? Si elle pouvait de nouveau donner un nouvel élan pour que les jeunes s'investissent en politique, ce serait vraiment super. Mais je pense que pour que les jeunes s'investissent à nouveau, il faudrait qu'ils se sentent un peu plus représentés par la classe politique actuelle. Et je pense du coup que l'application pourra les rapprocher, pourra leur permettre de voir ce que vote leur député, l'activité réellement de son député, voir s'il vient en séance ou s'il passe sa vie en circonscription ou je ne sais où. Ils vont être fliqués, ils vont être fliqués les députés. Oula, attention. Et alors on peut on peut s'inscrire comment sur votre application, puisqu'on est nombreux à s'inscrire dès demain? Alors, elle est déjà disponible sur tous les appareils Android, donc votre iPhone, elle sera disponible sur Apple demain. Et donc, vous pouvez aller sur notre site pol-app.fr pour pouvoir trouver tous les renseignements pour la télécharger. Et voilà, et comme ça, et effectivement, vous pourrez d'une manière ou d'une autre participer au débat. Merci beaucoup, Éloi Ardaï, d'avoir été avec nous. Cofondateur de Pol, étudiant à Sciences Po Lille, et ça s'appelle Pol-app.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble de nos invités ce soir, toujours aussi engagés. Et ça fait toujours du bien, cette émission. Elle fait du bien. En fait, elle devrait être remboursée par la Sécurité sociale. Moi, je vous le dis, cette émission. C'est ça, on parlait de bonheur. Oui, c'est en matière de nourriture. On a le droit au bonheur et d'entendre des belles choses, même quand on rentre chez soi en voiture, même sur les radios. Ça fait du bien d'entendre que des belles initiatives. En tous les cas, une question intéressante derrière tout ça, par exemple, le vote électronique. Est-ce qu'un jour on y viendra? Parce que beaucoup de jeunes ont envie de voter, mais souvent ils sont mal inscrits, pas au bon endroit. Un des débats du sommet citoyen. Il est malin. Il nous a presque il retombe sur ses pattes. Merci beaucoup, merci Aurélie Gros, merci Stéphane Pellet, le G500, merci à tous nos invités. Et n'oubliez pas, votez sur notre site internet Sud Radio, ça s'appelle le Trophée Sud Radio, l'initiative citoyenne. Médecins solidaires, les extraordinaires, l'équipage solidaire et ce soir Guérir en mer. Dans un instant, on va faire tourner les serviettes, puisque c'est Patrick Sébastien qui est l'invité d'Yvan Cujous. Mais avant, on va parler de votre argent. Stéphane Moller, conseil de famille. À demain, 17h, Cécile. À demain. Merci aux équipes Sud Radio et passez une bonne soirée. Salut, à demain.